Ralph Ababou, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'amitié à cherclient.tv de venir nous parler de relations clients. Vous qui avez été l'auteur il y a une vingtaine d'années déjà de Services Compris et il y a 2 ans de Services Gagnants, donc une revisitation. Vous nous avez écrit ces livres qui ont été des best-sellers, 500 000 exemplaires pour Services Compris. Tout à fait. Pourquoi vous avez écrit ces livres? L'histoire est un petit peu différente, service compris. J'étais jeune, sortant d'une école de commerce avec mon camarade. On avait vécu 2 ans à l'étranger, lui à New York et moi en Italie. Et en rentrant en France début 84, donc ça nous ramène à pas mal d'années, on avait été frappé de ce décalage entre la notion de gentillesse, d'amabilité, d'efficacité qui existait aux États-Unis et l'époque où on était encore très en retard en France. Donc service compris, c'était une espèce de coup de gueule pour dire à nos compatriotes, n'oubliez pas que celui qui paye le salaire à la fin du mois, c'est le client, et il a le droit quand même un peu de gentillesse, d'amabilité, et on avait mis en valeur un certain nombre d'entreprises exemplaires en la matière, telles que Darty, etc., qui à l'époque étaient vraiment admirables dans le domaine. Ensuite, j'ai eu tout un parcours professionnel. J'ai été créateur de la société PBRH Conseil, société de conseil et de formation. Je suis également le cofondateur de la chaîne Columbus Café. Et début 2005, je me suis dit, tiens, voyons un peu ce qui s'est passé 20 ans après Service Compris dans ce domaine de la relation client et de l'entreprise. Et c'est ça qui m'a donné l'idée d'écrire Service Gagnant. Et je dis souvent en introduction, les gens me disaient, mais tu sais, aujourd'hui, en 2006, le service, les gens n'en ont plus rien à faire. La seule chose qui compte, c'est le prix. Mais regarde, on ne parle que de hard discount. Alors, qu'est-ce que tu viens nous emmerder avec ces histoires de service client? Tout ça, c'est terminé. Et le sous-titre de Service Gagnant, c'est de dire les secrets des entreprises qui créent la différence. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, une entreprise doit créer la différence. Elle peut le faire, pour schématiser, de 2 façons. Soit par le bas, c'est effectivement vendre moins cher, le low cost, le hard discount. Il y a des gens qui sont toujours en train de passer des heures à chercher comment économiser quelques centimes d'euros. Ou bien on peut créer la différence par le haut, par le service, par l'innovation et par l'originalité. Et je crois aujourd'hui, et c'est ma thèse, que la France et les entreprises françaises ne s'en sortiront que si elles savent investir dans l'innovation et dans la différenciation et dans le service par le haut. Parce que je ne sais pas comment on va se battre avec nos conditions de travail, avec nos coûts de production contre les Chinois, les Indiens ou même les pays de l'Est qui ont de tels coûts de production. En revanche, je crois qu'on a des talents, on a des qualités qui sont le sens du service, on a le sens de la gastronomie, le bon goût, de la valeur ajoutée, et c'est là-dessus qu'il faut miser. Alors, est-ce que c'est pas un peu des vœux pieux? Est-ce qu'on a cette qualité de service? Est-ce que c'est tellement ancré dans la culture française, la qualité de service, la gentillesse, etc. Ou est-ce que c'est tout aussi vrai dans d'autres pays qui seront tout aussi aimables, gentils et efficaces? Alors, vous avez raison de dire que c'est clairement pas ancré du tout. Enfin, je veux dire, les Français sont connus pour être revêches, pour être peu agréables, à la fois avec le client, avec le collaborateur, avec le touriste, etc. Donc, c'est clairement pas notre atout. Je dis simplement que si nous ne misons pas sur ces atouts-là, je ne sais pas comment nous allons créer de la différence. Aujourd'hui, je cite dans mon livre l'exemple de la fermeture éclair d'un jean qui... La fermeture éclair vaut plus cher en France que le jean complet fabriqué en Chine. Donc on est dans des multipliers qui ne sont pas de 1 à 5, mais de 1 à 100 ou de 1 à 1000. Donc par rapport à ça, je crois qu'il faut investir au contraire sur le talent, sur la créativité, sur la valeur ajoutée. Vous avez par exemple tout un domaine de clients qui sont ce qu'on appelle les clients les seniors, qui sont des gens qui disposent de temps et d'argent, mais qui veulent un vrai service de qualité, qui veulent de la personnalisation. Voilà des domaines dans lesquels on peut difficilement délocaliser. Je veux dire que l'infirmière qui vient s'occuper de moi ou la personne qui veut faire mon jardin, elle ne va pas venir de l'autre bout du monde, elle va venir d'à côté. Et voilà des domaines dans lesquels nous investissons peu, nous croyons peu. Un autre exemple, aujourd'hui, c'est vrai que la technologie d'Internet, et d'ailleurs je commence mon livre par ça, je parle ça du tsunami de la haute technologie, du high-tech, a bouleversé la relation client parce que maintenant le client a directement accès aux informations que l'entreprise possédait. Et bien, sur ce sujet, je suis frappé de voir à quel point le client est prêt à se dire, voilà, ça c'est des choses qui sont toutes basiques, regarder mon relevé de compte sur Internet ou développer des photos, il y a très peu de valeur ajoutée et je suis prêt à le faire et là effectivement je veux acheter pour beaucoup moins cher. Mais en revanche, il y a des domaines dans lesquels je suis prêt à payer plus cher pour avoir un véritable service, pour avoir un véritable contact humain. Vous connaissez bien les problèmes des call centers. Aujourd'hui, chaque fois que j'interviens dans des publics, je dirais des grands publics, inévitablement me vient la question de dire mais c'est ça que vous croyez que ça nous plaît, les taper 1, taper 3, taper 5, la fille qui a un accent de l'autre bout du monde, c'est pas ça qu'on veut, il y a des opérations toutes simples et je sens bien que quelqu'un en 20 secondes me donnera la réponse, au lieu de ça je suis perdu dans un site internet ou dans des arborescences de téléphonie, etc., etc. Donc il y a aujourd'hui un besoin, je crois que les clients sont prêts dans certains cas à payer, encore faut-il avoir un vrai service et un vrai service de qualité.
est-ce que, alors vous parlez justement d'Internet, est-ce que ces sites Internet qui ne vont pas dans le sens inverse en disant c'est devenu tellement facile de comparer, quitte à inclure une préférence pour une marque plus connue, marquer donc une préférence pour une sorte de garantie parce qu'on est dans un univers, ou voire même jouer sur le fait que la plupart des grandes marques sont un peu à la fois présentes physiquement sur le terrain par un réseau de distribution classique et sur Internet. Donc on va tâter le produit à côté de chez soi et on va l'acheter sur Internet moins cher. Donc la stratégie de la marque qui va dire je vais vendre mon service en plus, est-ce que c'est viable à l'heure où il est tellement facile de trouver, une fois qu'on a bien choisi le bon produit et que ce sera de toute façon le même produit, aller l'acheter moins cher ailleurs? Comment est-ce que je vais pouvoir, par quelle différence, justifier qu'on vienne l'acheter chez moi? Il y a deux points de réponse. D'abord, il faut bien voir qu'aujourd'hui, le consommateur, que moi je préfère appeler client, eh bien, il est devenu totalement mature et il décode parfaitement toutes les espèces d'astuces dans lesquelles on essaie de le faire entrer. Je crois que ce consommateur, dans mon livre, je dis qu'il était un roi, il est devenu un dictateur et que maintenant, il a compris tous les pièges et il a décodé. Et puis, deuxième élément de réponse, effectivement, et c'est d'ailleurs des thèmes que j'aborde dans mon nouveau livre qui s'appelle Génération W, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la nouvelle génération qui a moins de 25 ans a toujours vécu dans le numérique. Ce sont ce qu'on appelle des digital natives, ils sont nés là-dedans. Et donc eux ont une espèce de maturité infiniment plus forte que nous tous pour décoder, pour savoir que tel site en fait n'est qu'un site miroir, que telle manière de payer est malhonnête, etc., etc. Et donc je crois qu'il faut bien voir que les sites internet ne font qu'aller à la vitesse de l'évolution de ce talent d'achat et de comportement. Et maintenant, je dirais que par rapport à cette jeune génération comme pour d'autres, eh bien, il y a des gens qui chercheront toujours le meilleur prix. Et on peut très bien, peut-être, il y a des entreprises qui arrivent à gagner de l'argent en étant les moins chers possibles, et ceux qui, au contraire, voudront une véritable valeur ajoutée. Regardez dans le domaine du tourisme, à quel point, aujourd'hui, qui va encore en agence de voyage acheter un billet de train ou un billet d'avion? Plus personne. Pour un vol sec, on a besoin de personne. En revanche, il y a des agences qui gagnent beaucoup d'argent en créant des voyages sur mesure, des voyages de noces, des voyages dans des destinations spécifiques, le tourisme ethnique, etc. Donc il faut vraiment créer une espèce de spécificité et apporter de la valeur ajoutée. Alors, est-ce que c'est une question de segmentation? Est-ce qu'on va vendre très bon marché à des gens qui ont peu de moyens et avec des progressions de services graduées à des gens qui en ont davantage? Je crois que la seule solution, c'est l'innovation. Je prends souvent cette image pour dire, regardez, sur un vol Air France Paris-New York, vous avez des gens qui ont payé de 450 € jusqu'à 8000 €. Simplement pour avoir le même produit, puisque le vol est toujours un Paris-New York. Et la différenciation, ce sont sur une infinité de services. Et on va aller de plus en plus dans tous les domaines sur cette notion de dire, j'ai le service en fonction de ce que j'ai payé. Comme à la poste, eh bien, selon le tarif que vous allez payer votre envoi, soit vous avez une garantie et vous pouvez vérifier sur Internet qu'il est bien envoyé, ou alors en payant un certain prix basique, eh bien, si votre colis arrive, c'est déjà presque un miracle. Donc je crois qu'il faut s'habituer à cette notion de le service public est mort, quoi. Le même service pour tout le monde est mort, mais un service à la carte, et en fonction de du prix que vous payez, vous avez le service qui est en face. Je suis intervenu pour des entreprises de call center qui sont en train de réfléchir à des offres dans lesquelles l'entreprise paiera un peu plus cher, mais pour avoir des gens qui sont de bon niveau, avec un service de qualité, en sortant un petit peu de ces automatismes où on sent bien qu'à un moment on dérange parce qu'on est en train de nuire au taux horaire de l'opérateur, etc. Donc je crois qu'il y a une demande là-dessus, simplement c'est une question d'innovation, de sens du marketing et de se rapprocher de la demande du client. Alors, l'innovation, c'est parfois aussi, on a peut-être certains entendu parler de l'innovation de Southwest, qui à l'époque où toutes les compagnies aériennes américaines avaient des pires difficultés, s'en est sorti en revisitant le modèle économique et en faisant que, par exemple, les hôtesses aux étapes faisaient le ménage, où ils avaient une seule sorte d'avion, où ils ont supprimé le billet pour donner des cartons qui sont réutilisés en économisant 500 000 $ annuels de coûts d'impression, etc., etc., et en travaillant sur les détails et en ayant un prix qui était la moitié des concurrents, tout en ayant un service de qualité optimisé. C'est-à-dire qu'on supprimait tout ce que les clients jugeaient superflu. Par exemple, le repas, pour un trajet d'une heure et demie, les gens disaient « je m'achèterai un sandwich, ça ira aussi bien, si ça me permet de payer moitié prix ». En revanche, la qualité de l'avion, sa propreté, sa régularité, etc., la fiabilité, étaient au rendez-vous. Et alors, la difficulté, c'est qu'on a souvent eu en France l'habitude d'incorporer le service dans le prix du produit, que les clients n'ont aucune idée de la valeur de ce service, et que du coup, aujourd'hui, vouloir le valoriser devient compliqué.
Alors, moi je dirais qu'il n'y a pas un modèle qui est valable pour tout. Vous prenez cet exemple de Southwest, je peux vous donner également l'exemple inverse de Nespresso, qui est une marque plutôt haut de gamme du groupe Nestlé, mais qui a un avantage, c'est qu'elle dégage des marges considérables. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que notre compagnie aérienne Air France n'a plus les moyens de se payer un siège social sur les Champs-Élysées, et que c'est Nespresso qui a récupéré son magnifique local de 400 mètres carrés. Donc la question c'est de dire, quelle innovation j'apporte, parce que où est la valeur ajoutée, et où sont les marges. Il faut bien voir que ces fameuses compagnies aériennes, eh bien, on voit bien que dès que le vent tourne un petit peu, leurs marges sont tellement faibles qu'elles s'effondrent. Et tous les jours, ces fameuses compagnies low cost s'effondrent. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de dire il y a tel modèle qui est valable pour tout ou tel autre modèle. Il faut dire qu'il y a des gens qui sont toujours prêts à tout faire pour payer le prix le moins cher possible, et des gens qui sont prêts à payer un petit peu plus cher. Je dis et je le répète, est-ce que nous avons les moyens de nos ambitions? Est-ce que nous serons un jour les champions du low cost? Je vous garantis que non. Et qu'on a intérêt à se spécialiser. Tout le problème, d'ailleurs, regardez un autre exemple au niveau européen, l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui est réputé pour avoir les prix les plus chers du monde. Et pourtant, lorsque la crise économique arrive, on voit bien qu'elle s'en sort beaucoup mieux que la France. Le problème de la France, je vais vous dire, c'est que nous sommes un pays qui n'a pas choisi son camp. On n'est pas forcément les moins chers et on n'est pas forcément les meilleurs. Et tout le problème, il est là. Un petit peu d'ailleurs comme l'Italie, qui n'a pas choisi parfaitement son camp. Alors que l'Allemagne, elle, depuis des années, fait de la qualité, elle le fait payer au prix fort, et ça lui permet de traverser les crises, je crois, beaucoup plus confortablement que notre pays. Donc on est à un moment où il faut vraiment choisir notre camp et dire, nous décidons d'être vraiment dans le phénomène de low cost, et dans ce cas-là, effectivement, il va falloir que les gens travaillent 45 heures, 50 heures, avec des salaires inimaginables, ou bien je veux dire, non, nous sommes dans la valeur ajoutée, et dans ce cas-là, nous allons être cohérents. Le problème est qu'on essaye de faire moins cher en ayant des conditions de coûts de production qui sont très élevées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une influence de la conjoncture quand on voit par exemple l'alliance Renault-Nissan, où à un moment Renault vient un peu au secours d'un Nissan en difficulté, puis à l'inverse bénéficie d'un Nissan qui est florissant à l'époque où ça va moins bien, et puis tout d'un coup c'est la Logan, la voiture la moins chère possible, qui sauve le groupe et qui lui permet de se redéployer dans une conjoncture qui est devenue très difficile. Est-ce qu'il n'y a pas des cycles et que en fait les gros vaut mieux s'en sortir parce qu'ils pourront avoir une palette de services avec des prix variés, avec des marges soit très justes sur des prix low cost, avec des effets de gamme complète qui vont, à l'instar de Volkswagen par exemple, leur permettre de jouer à chaque période sur le bon cheval parce qu'on aura toutes les cartes en main? Le problème de l'industrie automobile est un problème complexe et je me garderai bien d'apporter des commentaires ou des solutions. Ce qu'il faut voir simplement, c'est que clairement on a un peu saturé le client d'innovation pour lequel il n'est pas forcément prêt à payer. Et c'est vrai que quand vous mettez en face de la Logan Break qui s'appelle la MCV, la Kangoo qui vaut 10 000 euros de plus, le client se dit est-ce que les 10 000 euros de plus valent la peine face à des clignotants 3 vitesses ou bien des essuie-glaces qui vont me dire bonjour. Donc c'est ça la question. Est-ce qu'à un moment on n'a pas trop sophistiqué les produits et le client se dit mais là je paye pour des choses que je n'utilise pas ou dont je n'ai pas besoin. Donc pour vous l'innovation c'est apporter le service attendu par le client. Exactement, qui correspond au client. Et le paradoxe, c'est que cette fameuse Logan qu'on vend en France, on la vend plutôt dans les hauts de gamme de la Logan, puisque les gens prennent plutôt des options qui aujourd'hui sont incontournables, telles que l'air conditionné, la fermeture centralisée, etc. Mais on reste à des prix tout à fait accessibles. Après, la question, c'est est-ce que notre beau pays a encore vocation à construire des automobiles? Je vous signale qu'en Angleterre, on ne construit plus d'automobiles, il doit rester quelques Rolls-Royce, le groupe BMW doit en fabriquer une quinzaine par an, mais guère plus. Tout le reste maintenant n'existe plus. Faut voir qu'on est dans une époque où c'est quand même l'Indien Tata qui a racheté Jaguar. Donc je veux dire qu'on s'accroche à ces fleurons, bien sûr, c'est important pour notre histoire, mais aujourd'hui le groupe Peugeot a des difficultés, mais qui a envie d'acheter une Peugeot, ces voitures qui se ressemblent toutes, qui n'ont aucune innovation. Donc je crois qu'il y a un moment, il faut bien se rendre compte que, aujourd'hui, les Roumains, les Polonais, toutes les voitures qui ont du succès sont fabriquées en Slovénie, pour la Twingo, sont fabriquées en Pologne pour la nouvelle Fiat 500, etc. Donc est-ce qu'on a vocation encore dans notre pays à être un pays industriel? Est-ce que, par exemple, l'idée ce ne serait pas de concevoir les voitures dont les gens ont envie, correspondre à leurs besoins et les faire fabriquer là où c'est pas cher à fabriquer? C'est un peu ce qui se passe. Mais exactement, regardez, on parle d'innovation, regardez l'exemple de l'iPod qui est très connu, il y a marqué dessus « conçu en Californie ».
mais il n'y a pas un ouvrier américain qui travaille là-dessus, puisque le logiciel a été fabriqué en Inde, une certaine partie de l'assemblage se fait en Chine, et comme la Chine devient un peu trop chère, maintenant ça a été délocalisé au Vietnam. Donc vous avez l'exemple d'un produit qui n'est que de la valeur ajoutée, que du service, avec le phénomène d'iTunes, et aujourd'hui voilà un produit qui est dans l'innovation, qui vaut scandaleusement cher, mais essayer d'offrir à un enfant autre chose qu'un iPod d'Apple, il vous le jettera à la figure, et dans lequel eh bien, tout ça a été conçu, hein, je veux dire, avec de l'intelligence californienne, du sens du marketing californien, mais il n'y a pas un ouvrier américain qui a travaillé dessus. Je crois que c'est un petit peu le modèle de... Est-ce qu'il y a de la place pour ce modèle qui, en fait, ferait travailler les gens capables d'apporter cette innovation, de la mettre en œuvre, de l'imaginer, d'aller toujours de l'avant? Il y a 60 millions de Français, il y en a une trentaine de millions d'actifs, ou 25 millions. Quel est le nombre combien de millions sont capables de contribuer et d'aller dans ce sens de l'innovation? Écoutez, là vous m'amenez tout droit à mon dernier livre, hein, qui s'appelle Génération W, le sous-titre étant Web, Woman, Weather, la révolution est en marche, parce que je crois que, je cite dans ce livre, je parle de cette nouvelle génération qui a moins de 25 ans, qui sont ce qu'on appelle des digital natives, ça veut dire qu'ils sont nés dans le numérique. Ils n'ont jamais rien connu d'autre qu'Internet, le téléphone portable et l'informatique. Et c'est à cette génération à qui il faut faire confiance, parce que c'est elle qui va inventer les produits et les services de demain. C'est pas moi, vous savez, moi j'utilise un téléphone, qu'est-ce que je fais avec un téléphone portable? Je téléphone. Eux, ils prennent des photos de leur fête qu'ils téléchargent sur Facebook. Internet, moi qu'est-ce que je fais? Je consomme, je regarde des informations, je regarde des horaires, ou j'achète des billets d'avion. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent, ils échangent, ils collaborent, ils participent. Donc c'est eux qui vont inventer l'avenir de demain. Et j'enrage un petit peu de voir qu'on est dans un pays où on devrait offrir à tout jeune de moins de 25 ans un ordinateur, lui permettre de s'exprimer, parce que c'est eux qui vont inventer. Et tous les jeunes créatifs dans ce domaine, malheureusement, regardez bien, ils ont tous dans la poche le billet aller simple pour la Californie ou pour l'Asie, et ils ne restent pas dans notre pays. Donc je crois que c'est cette génération-là qui va inventer les manières de consommer. Internet a bouleversé l'ensemble des métiers. Regardez la presse, hein. Aujourd'hui la presse elle est chahutée d'une part par Internet et puis d'autre part par les journaux gratuits. Aujourd'hui, pour avoir une information, pour payer pour avoir cette information, il faut avoir de bonnes raisons de le faire. Et aujourd'hui, c'est eux qui vont inventer la manière de demain de s'informer. C'est pas nous, clairement. Alors, est-ce qu'on peut espérer, même imaginons on a un gouvernement ou des sponsors généreux qui vont effectivement aller dans ce que vous dites, offrir un téléphone ou un ordinateur portable à chaque enfant ou à chaque jeune? Est-ce que ça suffira? Est-ce que chacun sera tout d'un coup capable d'être dans le move, d'être celui qui contribue, qui fait avancer les choses ou pas? Je ne suis pas devin et je ne suis pas un prévisionniste. Ce que je peux vous dire simplement, c'est comment imaginer que par exemple l'éducation continue de se faire aujourd'hui comme elle se faisait pratiquement il y a 150 ans, alors que le monde autour de nous a totalement bouleversé. Comment faire en sorte que cette jeunesse qui effectivement a cette capacité à regarder la télé, répondre à des textos et être sur Facebook en même temps, avec un prof qui parle devant lui. Donc je dirais qu'on est vraiment face à un décalage, mais qui est une première dans l'histoire de l'humanité, où pour la première fois, les jeunes en savent plus que leurs parents. Hein, le basculement, c'était le magnétoscope, puisque la première fois, cet outil qui est arrivé dans les familles faisait que les jeunes, les enfants, savaient mieux l'utiliser que leurs parents. Donc on est aussi dans un bouleversement générationnel, hein, puisque le modèle du parent, du père qui apprend à son fils est totalement révolu, puisque c'est le contraire aujourd'hui. Donc comment imaginer que les institutions ne soient pas bouleversées, ne soient pas chahutées par cette énorme révolution des nouvelles technologies? C'est pour ça que je pense qu'il faut faire confiance à cette génération W, parce qu'elle va inventer les manières dont nous consommerons demain et dont nous serons clients et même citoyens. Alors, ces entreprises qui aujourd'hui sont quand même en grande partie, en grande majorité pilotées par des quinquagénaires, voire des sexagénaires, on sait que les années qui viennent vont voir disparaître beaucoup d'entreprises faute de succession, faute de transition, etc. Ces gens-là qui, comme vous le dites, ne sont pas très Facebook, ne sont pas très réseaux sociaux, que vont devenir ces entreprises qui n'ont pas la culture de l'innovation, parce que ça n'a pas été favorisé, parce que c'est pas rentré dans les mœurs, peut-être que ça n'a pas été assez aidé. Comment vous voyez les choses? Moi, je vois les choses très simplement. Je pense qu'il y a un discours aujourd'hui qui consiste à dire créons des entreprises, créons le Microsoft de demain, etc., qui, à mon avis, est un discours totalement illusoire, parce qu'on voit bien que les auto-entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils créent? Des mini-business qui ne dépassent pas 10 000 ou 15 000 euros par an de chiffre d'affaires. En revanche, je pense qu'on devrait plus s'intéresser à la reprise d'entreprises. Je pense qu'il y a des millions
nombre d'entreprises en France qui sont de belles entreprises, mais pour lesquelles qui manque peut-être un peu de modernité, un peu d'internet, un peu de nouvelles technologies. Et je pense qu'il faudrait beaucoup plus insister sur non pas vous allez créer le Microsoft de demain, mais vous allez reprendre des entreprises qui ont des marchés, qui ont des fonds de commerce, qui ont des clients, en les redynamisant. Et moi je pense que dans la transmission d'entreprise, il y a vraiment des choses extraordinaires à faire. Je suis le cofondateur d'une entreprise que j'ai quittée maintenant, mais si c'était à refaire, je rachèterais une entreprise plutôt d'en créer une, parce que une fois que vous avez créé cette société, vous êtes totalement épuisé, vous êtes incapable de la remettre en cause, alors que le fait d'en reprendre une, je dirais, il y a des milliers d'entreprises qui sont là à reprendre et pour lesquelles il ne faut pas grand-chose pour leur redonner de l'élan. Voilà, moi, en quoi je crois aujourd'hui. Et quand on voit la création de Facebook, la création de Google par des gens qui ont 20 ans ou parfois moins, est-ce que c'est pas finalement cette conjugaison entre les gens qui reprennent les entreprises? Est-ce que les gens de 20 ans ne devraient pas reprendre les entreprises mais tout à fait, tout à fait. Vous savez, on a beaucoup parlé de ce qui a défrayé la chronique, de ce jeune Matthew en Angleterre qui faisait un stage qui a donc une quinzaine d'années, le stage de 15 jours dans une entreprise, qui était à la banque Morgan Stanley, et qui, on lui a demandé, comme il faisait rien, de faire un rapport sur la manière dont les jeunes consomment les médias aujourd'hui. Son rapport de 15 pages a fait le tour du monde, il a eu la première page de Financial Times. Voilà ce petit jeune aujourd'hui qui en sait plus sur la consommation des jeunes et des médias que tous les gens de cette entreprise ou de cette banque qui pouvaient le faire. Donc je crois que c'est un message pour lequel on dit, vous savez, on s'inquiète parce qu'on dit que notre jeunesse aujourd'hui en France est déprimée, elle est démoralisée, elle n'a pas le moral, elle voit l'avenir en noir, et je trouve que c'est dommage parce que c'est au contraire à elle qu'il faut faire confiance. C'est elle qui va inventer la manière de fonctionner demain, et c'est clairement pas nous. Donc je crois, ouvrons-leur les portes de nos entreprises, faisons-leur confiance, et on verra que l'avenir sera à la hauteur de la confiance qu'on leur portera. Alors, votre message est optimiste aujourd'hui. Quand vous dites service gagnant, c'est plus que service compris. Ça veut dire qu'on a compris et on est en train de gagner. Vous le voyez comme ça? Vous êtes... Je dirais que, vous savez, comme les médias recèlent de tonnes de mauvaises nouvelles, je me dis, c'est pas bien d'écrire un livre pour donner de mauvaises nouvelles. Je crois à l'optimisme. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise m'écrivent, me témoignent, disant, j'ai suivi vos conseils et je pense qu'effectivement, c'est la seule solution pour nous en sortir. Il faut créer de la différence, il faut créer de l'aspérité. On est dans un monde où tout le monde vend les mêmes produits qui sont de plus en plus banalisés, et il faut donner un élément de choix pour le client. Et je le répète, il y a plein de choses à faire probablement pour vendre beaucoup moins cher, et il y a des clients intéressés là-dessus. Et au contraire, bien sûr, lorsqu'on investit sur le service, ça demande de l'innovation, du talent, de l'intelligence et de la créativité. C'est pas donné à tout le monde. Casser les prix, il n'y a rien de plus simple. Moi, ça me met exactement une seconde sur Internet pour baisser un prix. N'importe quel imbécile peut le faire. Faire de la différence par le service et l'innovation, là, ça demande un talent. Et c'est là que je pense que c'est beaucoup plus exigeant. Alors, c'est vrai que ça, c'est l'idée générale. Innover, être créatif, comment on fait? Si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui dit « Tiens, ma boîte ne va pas bien, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, qu'on fait la même chose depuis 10 ans, j'ai repris la boîte de mon père, ça n'a pas assez changé, je voudrais devenir plus innovant, être comme Apple, faire du neuf avec de l'ancien, etc. » Moi, je dirais commencer par lire mon livre Service gagnant et Génération W, ça c'est une boutade. Je crois premièrement écouter le client. Il y a un moment où il faut quand même se dire mais qu'est-ce que veut mon client et qu'est-ce qu'il veut vraiment me dire, et pas l'écouter en étant ventriloque, c'est-à-dire en parlant à la place du client, mais en l'écoutant véritablement. Comment je fais concrètement? Concrètement, je rencontre des clients, vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'un client, je ne parle pas d'un prospect, mais un client, il a plein de choses à dire sur notre entreprise. Mais est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? Est-ce qu'on valorise sa parole? Donc on va le voir, on va le rencontrer, on dépasse un petit peu la simple notion de emailing, etc. Vous savez, moi pour certains de mes clients, j'organise des séminaires d'encadrement et je leur dis, laissez-moi passer des coups de fil à vos clients, leur poser quelques questions. Eh bien je peux vous dire qu'en passant déjà 10 minutes avec leurs clients pour leur dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, on leur donne une très bonne vision de l'entreprise. Donc deuxièmement, je dirais, ouvrir les fenêtres de l'entreprise. Vous êtes dans un domaine, allez voir ce que font les cinémas, ce que font les sites internet, etc. pour vous en inspirer. Je crois qu'on a trop tendance à rester le nez sur le guidon et ne rien voir d'autre. C'est le benchmark en fait. Voilà. Et puis troisième conseil qui fait partie de la conclusion d'ailleurs de Génération W, c'est voyager et aller voir le vaste monde. Je crois que là aussi, on a la chance que le voyager n'a jamais été aussi facile dans notre univers, et il y a plein de choses à voir et plein d'idées à les piquer partout. Je crois que on nous apprenait à l'école à ne pas copier sur son voisin. Il faut au contraire aujourd'hui copier, parce qu'en général, celui qui copie a de meilleures notes que celui qui a créé, parce qu'il copie puis il améliore. Donc n'hésitons pas à copier, à nous inspirer de tout ce qui se passe. Est-ce que c'est pas un peu anticulturel par rapport à ce qu'on a
pris comme exemple en France, du patron qui travaille de 7h du matin à 22h le soir et qui du coup, voyager pour aller voir le vaste monde, c'est presque un peu voler son argent, c'est presque partir en vacances pendant que les salariés travaillent, et on a peu honte de le faire et on ne le fait pas assez. Alors vous me faites penser, d'abord ça je pense que c'est un modèle dépassé, vous me faites penser à une autre chose aussi, le quatrième conseil, c'est de demander à ses collaborateurs. Je crois de demander leur avis des clients, mais également les collaborateurs. Vous n'imaginez pas l'espèce de chape de plomb qui fait que les gens ont peur, dans ce contexte difficile, de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent. Alors que la plupart du temps, on paye très cher des consultants, alors que la réponse, elle est à l'intérieur de l'entreprise. Et qu'une écoute structurée et intéressante des collaborateurs, elle peut en dire beaucoup plus long. Je crois qu'on a bien vu, moi, les gens qui me disent « Ah oui, mais vous savez, tout ça, ça coûte très cher », je dis « Si vous trouvez que la compétence est chère, essayez donc l'incompétence ». Et on voit bien où mène l'incompétence, où mènent les économies de bout de chandelle, on voit bien où mène l'absence de créativité. Hein, je rappelle qu'on a eu des entreprises formidables, hein, on est des inventeurs géniaux, et pourtant nos produits on n'arrive pas à les vendre. Hein. On a quand même inventé l'avion le plus rapide du monde, on n'en a pas vendu un seul exemplaire, on est des gens absolument géniaux, on a cette culture technique qui fait qu'on pense... des ingénieurs. Voilà, qui fait qu'on pense que le meilleur produit se vendra toujours. Or non, ce produit, quel qu'il soit sa qualité, il faut prendre son bâton de pèlerin, il faut aller le vendre. Et puis, il est le meilleur pour qui? Est-ce qu'il est la plus belle avancée technologique? Si personne n'en veut, voilà. Si personne ne peut l'acheter, ça ne sert à rien. Exactement, si personne n'est prêt à le payer. Et si personne ne le sait. Voilà. Donc je crois que beaucoup d'entreprises font ce qu'ils appellent remettre le client au centre de l'organisation. C'est vrai que les organisations ces dernières années se sont beaucoup tournées vers elles-mêmes, il fallait mettre en place les 35 heures, il fallait se réorganiser, mettre en place un nouveau système informatique. Du coup on s'est regardé et puis on a oublié de voir le monde changer à l'extérieur. Vous savez, mon nouveau livre Génération W commence par la métaphore de la grenouille. Je vous en parle parce qu'elle intéresse beaucoup les journalistes. Cette métaphore, elle est toute simple, elle dit que lorsque vous prenez une grenouille vivante et que vous la trempez dans un bouillon d'eau chaude, la grenouille sent que l'eau est brûlante et qu'elle va mourir, elle s'en échappe et elle survit. En revanche, si vous prenez une autre grenouille, que vous la mettez dans une bouillon d'eau froide et que doucement vous faites monter la température, cette même grenouille va mourir sans s'en apercevoir. Parce qu'elle va s'habituer au fur et à mesure à l'élévation de la température et à un beau moment, elle va mourir. Eh bien, nous sommes comme cette grenouille, notre monde change, notre monde évolue, non pas de manière brutale, mais de manière extrêmement progressive. Et si on ne s'en aperçoit pas, on va mourir comme cette grenouille sans s'en apercevoir. Donc cette crise est salutaire. Je crois que comme toute crise, comme par hasard, il en sortira toujours des entreprises plus innovantes et plus intelligentes. Vous savez, Webb, Woman, Weather, je dis que la personne qui incarne le mieux cela, qui a d'ailleurs été élue par la génération W, c'est le président Obama. Webb, parce que toute sa campagne a été misée sur Internet. On dit même que certains de ses discours changeaient en fonction des réactions des internautes. Woman, parce que regardez son gouvernement au plus haut poste, qui a autant de femmes que d'hommes et sans aucun problème. Et Weather, parce qu'il parle de the green to get out of the red. Donc il dit on va investir dans le rouge, dans le green, dans le vert, parce que c'est ce qui va nous sortir. Et vous allez voir tout ce qu'ils investissent dans ce qu'on appelle les green tech, dans les nouvelles technologies liées à l'environnement. Et je fais le pari que 2010-2011, l'Amérique va, comme d'habitude, s'en sortir, être encore plus forte, et nous serons encore en train de nous demander s'il faut faire le 14e ou le 15e plan de relance. Merci beaucoup. C'était, comme d'habitude, innovant et créatif. Merci.